Et salut à toute la grande famille du vivant, toujours très heureux de venir faire une vidéo. Aujourd'hui, pour les 4000 abonnés, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et pour parler de ce sujet, on va partir d'un constat simple. De ce constat simple, on va tirer une question évidente. Et de cette question évidente, on va essayer d'orienter des réponses. Ce constat simple, c'est que quand nous observons la nature, absolument tout ce que nous pouvons observer a un sens pour l'ensemble, a un rôle pour l'ensemble. De la feuille qui tombe à la rosée du matin, en passant par l'abeille qui butine et le crocodile qui bouffe la gazelle, absolument tout le monde joue un rôle, et un rôle qui a un sens pour l'ensemble. Et donc, la question évidente qui apparaît, c'est que quel est notre rôle alors? Quel est à nous notre rôle pour l'ensemble? Donc on va parler des hommes, on va parler de la création, on va parler des civilisations, et on va parler de ce qui pourrait advenir. Une fois qu'on aura bien compris les liens anthropologiques que nos sociétés ont générés. Pour cela, on va commencer par les hommes, et on va parler d'un moment anthropologique important pour nos sociétés, qui est l'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture, donc que l'homme a réussi à acquérir avec sa raison, l'agriculture a modifié profondément les structures sociales et ont eu plein de conséquences. On va essayer de voir ces mécanismes justement. Parce que, encore aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard, on tourne exactement sur les mêmes sujets. Alors essayons de comprendre tout ça, et pour comprendre tout ça, on va parler du premier virage anthropologique important pour l'homme, qui est donc l'agriculture. Avec l'agriculture est apparue la sédentarisation, et avec la sédentarisation est apparue plein de conséquences que n'avaient pas les nomades, et c'est justement en comparant finalement les structures sociales des nomades et les nôtres qu'on comprend un peu mieux comment nos sociétés en sont arrivées là. Parce qu'elles ont eu une nécessité à se structurer comme ça. Donc, quand nous étions nomades, nous étions des petits groupes. Ces petits groupes étaient en perpétuel déplacement. Et donc, ces deux premières constatations amènent des liens anthropologiques assez évidents, que sont le fait que les interactions entre les humains étaient limitées. Parce que le groupe était petit et parce que nous nous déplacions. C'est-à-dire que les interactions entre groupes aussi étaient limitées. Et c'est ce qui a changé avec l'agriculture. Nous avons pu stocker la nourriture et arrêter de nous déplacer, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter le groupe. Et quand nous augmentons le groupe, nous augmentons intrinsèquement, mathématiquement, les interactions dans ce groupe. Et le fait d'augmenter les interactions amène à la nécessité de devoir les régir, et donc de devoir contraindre, faire des lois, et donc régir ces interactions. Donc on voit déjà que effectivement, à chaque fois qu'on agrandit le groupe, on augmente les interactions, et la nécessité de devoir les régir apparaît assez rapidement, donc avec l'agriculture. Ce qui s'est passé également, c'est que, avec l'agriculture, nous avons commencé à créer les premières fictions, à créer les premiers concepts intellectuels qui nous permettaient d'avoir plus de droits que la nature ne nous permet. Les nomades étaient très limités en termes de propriété, puisqu'ils ne pouvaient posséder que des choses qu'ils pouvaient transporter, ce qui a changé avec les sédentarisations. Et c'est surtout que c'était un droit d'usage pour les nomades, et ce droit d'usage était très proche de la réalité, puisqu'ils avaient recueilli l'objet, ils l'avaient façonné, ils l'utilisaient, ils le portaient sur lui. Et donc effectivement, on peut presque dire que c'était à lui. Or, avec la sédentarisation et l'agriculture, nous avons créé les premières fictions, c'est-à-dire que j'ai estimé que la récolte était à moi. Et là, on s'éloigne beaucoup de la réalité, puisque dans la réalité, la récolte est à personne, elle est à la disposition de tous. Et donc, on crée les premières fictions et on crée la propriété privée. Et ça a changé la nature de nos interactions, puisque ces interactions-là étaient essentiellement liées à des échanges de biens privés, que moi je possédais et que l'autre possédait. Ce qui fait qu'on a créé le commerce. Et le commerce fait que quand on augmente le nombre de gens, on augmente les interactions, mais quand on inclut une propriété privée et qu'on commerce avec, alors on augmente le type d'interaction et non pas le nombre. Et c'est justement parce qu'il y a eu cette propriété privée que nous avons augmenté le type d'interaction et que la nécessité de les régir aussi est apparue. Ce qui fait que nous avons des sociétés plus contraignantes, beaucoup plus contraignantes qu'un nomade.
Donc voilà pour la première partie anthropologique finalement, hein, des civilisations humaines, on y reviendra après. On va parler cette fois-ci de la nature, de ce qu'on peut observer de la nature. Si je devais la définir, eh bien ce serait la façon la plus organisée, harmonieuse, etc., de s'adapter aux lois physiques du monde. On n'a pas pu constater autant de complexité, de diversité, etc., que la création. Donc c'est la plus divine des adaptations aux lois physiques du monde. Et ce processus d'adaptation, qui s'est prescrit quelques règles, comme la sélection du plus apte et aussi, très important, l'élimination l'élimination de ce qui nuit ou de ce qui est inutile, d'où l'intérêt de se poser la question de notre place dans la création, puisqu'elle élimine ce qui nuit et ce qui est inutile. Et aussi une autre particularité qu'a cette magnifique création, c'est qu'elle n'a besoin d'aller chercher absolument rien à l'extérieur. Tout est contenu en elle. Et donc cette façon de s'adapter est si divine, elle produit des fruits, et dans ces fruits, il y a nous, il y a l'homme, et la femme bien sûr. Et nous, cette magnifique façon de s'adapter, elle nous a créé avec une particularité, ou plusieurs particularités, qui est, on va les résumer en deux points, il y en a d'autres bien sûr, mais je vais parler de ces deux points essentiellement. Pour pas minorer donc le niveau de conscience des animaux, je dirais que nous avons la conscience de nous-mêmes, ce qui nous différencie de la plupart des animaux, et nous avons aussi la raison, cette même raison qui nous a permis d'avoir l'agriculture, de comprendre l'agriculture, cette même raison nous a permis d'utiliser, d'être le seul animal à utiliser de l'énergie extracorporelle. Et c'est là que, là encore, c'est venu tout bouleverser, puisqu'à partir du moment où nous sommes capables d'utiliser de l'énergie extracorporelle, nous modifions significativement notre capacité à modifier notre environnement. Typiquement, je pense que la première énergie extracorporelle que nous avons su manier, c'était le feu. Et donc, un homme, avec un morceau de bois en feu, peut brûler toute une forêt. Et donc, on voit que la capacité à modifier l'environnement, déjà, change d'un seul coup, et surtout de manière très significative par rapport à tous les autres animaux. Et donc, c'est en ça que ça nous indique, je pense, notre première orientation de réponse, c'est que nous avons la capacité, par notre raison, à utiliser de l'énergie extracorporelle et donc à profondément modifier notre environnement jusqu'à lui nuire, à modifier les structures de l'écoulement naturel de la création, qui nous a générés. C'est grâce à son écoulement et ses principes qu'elle a généré l'homme. Et donc, par opposition, par polarité, si nous avons un droit, un pouvoir, alors nous avons une responsabilité. Et donc si nous pouvons nuire, par opposition, par polarité, notre devoir serait de protéger. Christophorus nous l'a très bien dit, un être humain à l'état de nature n'a pas de droits, il n'a que des devoirs. Et bien sûr les droits que lui offre la nature, mais sinon il n'a que des devoirs envers lui-même, envers les autres et envers la création. Donc c'est assez important de bien comprendre que nous avons un rôle à jouer, et que ce rôle serait plutôt de préserver la nature, puisque il y a l'univers, dans l'univers il y a la planète, sur la planète il y a la création, dans la création il y a le vivant, dans le vivant il y a l'humanité, et dans l'humanité il y a moi. Et donc quand je nuis à tout ce qui me supplante, eh bien alors je me nuis à moi-même. Donc, très important de comprendre ça, puisque ça va être important pour définir la suite de la vidéo. Donc on a une place quand même très importante dans la création, puisque nous avons une de nos places serait de préserver l'écoulement naturel de celle-ci parce qu'il nous a générés. Ensuite, si nous regardons les différentes civilisations qu'on a pu voir, on a vu les Amérindiens. Et les Amérindiens n'étaient pas donc une civilisation primitive, c'était justement une civilisation très évoluée qui avait choisi ce mode de vie parce que le mode de vie nomade est le mode de vie le plus libre. Et quand on a une vie très courte, au temps géologique, le minimum serait de vivre cette vie libre. Et le fait d'être nomade également implique une empreinte environnementale beaucoup moindre. Et le fait aussi, parce que la sédentarisation a apporté beaucoup de choses, a apporté aussi les réflexions, la philosophie, la technologie, les avancées, etc., le transfert de savoir, etc., qui ont fait que nous avons pu dépasser les limites que la nature nous imposait quand nous étions nomades. Et donc, intrinsèquement, les sociétés nomades sont moins évoluées. Et donc, elles ont aussi un accès à l'énergie beaucoup moindre.
et donc une capacité de nuire beaucoup moindre. Et donc la sédentarisation a amené tout ça, a amené le fait que nous avons su aussi dépasser les limites que nous imposait la planète. Et donc je pense que les Amérindiens étaient une civilisation extrêmement évoluée, qui avait fait le choix de vivre de façon nomade, parce que c'est la façon de vivre la plus libre, et c'est la façon aussi de vivre avec le moins d'empreinte environnementale. Maintenant, ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une société avec un grand nombre, des grandes sociétés, tout en se rapprochant de la liberté de l'état de nature, de la liberté que nous avions quand nous étions nomades? Est-ce que c'est possible, finalement? Et donc, dans l'équation, on s'aperçoit tout de suite que quand on augmente le nombre, on augmente les interactions. Donc je me suis dit, on pourrait peut-être supprimer les interactions. Mais mathématiquement, c'est pas possible, puisque c'est intrinsèquement lié au nombre. Alors, je savais que c'était pas en diminuant les interactions que ça allait pouvoir fonctionner. Par contre, comme je le disais, c'est le fait d'avoir apporté la propriété privée et de baser nos interactions sur ces propriétés privées qui a augmenté considérablement le type d'interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si on n'avait plus cette propriété privée et que ce serait une propriété, je sais pas moi, disons commune, alors on aurait un système beaucoup plus libre, beaucoup moins contraignant. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de régir les biens communs que de devoir régir chaque bien privé. Et donc, on pourrait se rapprocher d'une société, je dirais, d'une société sans loi, en tout cas beaucoup moins contraignante, où les lois ne seraient du coup plus commerciales, plus liées à du commerce, tout simplement, à des échanges de biens privés. Et ça changerait considérablement nos sociétés, puisque c'est beaucoup plus simple à gérer, de gérer uniquement un bien commun que de gérer tout un tas de biens privés. Pour finir sur cette vidéo, et ça me semble important, c'est qu'il faut bien comprendre que le temps ne s'écoule pas en dehors du commerce. Dit autrement, c'est le commerce qui a créé le temps. C'est le commerce qui a créé le temps. Et si on peut regarder les sociétés, les civilisations anciennes qui pratiquaient le commerce, eh bien c'est dès les Sumériens, les Assyriens et la Babylonie, qui ont donc créé le commerce. On les connaît pour leur table de compte, on les connaît pour l'apparition des mathématiques. Et pourquoi? Et par la division par 60, c'est-à-dire la mesure du temps. Parce que c'est le commerce qui implique une notion de temps. Parce que quand on prête quelque chose dans un temps donné, un contrat, ça naît, ça vit et ça meurt, ça a un temps. Chaque contrat a son propre temps, sa propre chronologie et sa propre chronométrie. Et donc, regardez, tout dans votre quotidien, quelle implication a le temps? Il est toujours lié au commerce, il n'existe pas en dehors du commerce. Et quand les livres saints sont apparus, que ce soit la Torah, le Coran ou la Bible, eh bien le temps était déjà défini, parce que le commerce existait déjà. Et donc quand on parle de temps dans ces livres, il y a fort à parier qu'une des interprétations qu'on devrait avoir serait les contrats, le commerce. Et c'est en ça aussi qu'on peut entrevoir une société sans commerce, et donc sans loi, pour la grande majorité, puisque toutes les lois sont commerciales. Eh bien, si nous enlevions le commerce, nous enlèverions toutes ces lois. Et alors, ça serait la fin des temps. La fin des temps. La fin des contrats, la fin des commerces. Donc voilà un petit peu, je pense, où est-ce que se trouve une de nos places sur Terre, et la façon qui serait la plus raisonnable, qui serait en accord finalement avec nos devoirs, puisque intrinsèquement, dès que nous allons nuire à l'humanité ou à la création, nous nuisons à nous-mêmes. Et donc, la différence avec nous et les animaux, c'est que les animaux jouent leur rôle sans le savoir et le comprendre. Alors que nous, justement, avec la conscience de nous-mêmes et la raison, on devrait la connaître, notre place. On devrait, nous, savoir ce qu'on fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.